Donc, au cours de cette période, on va avoir des transformations physiologiques de l'organisme maternel qui vont faire que l'organisme qui était prêt à l'anidation, on va avoir toutes les transformations qui se sont faites pendant la grossesse, eh ben, cet organisme-là va revenir à la normale. Donc, tout ce qui s'était modifié pendant la grossesse, ça va revenir à la normale. Parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse, il y a beaucoup de paramètres qui changent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la VS qui a augmenté, il y a une hyperleucocytose, il y a une augmentation du débit cardiaque, il y a une augmentation de la volémie, il y a une augmentation des facteurs de thrombose, des facteurs de coagulation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thrombose chez les femmes enceintes, parce qu'il y a des facteurs de coagulation qui vont augmenter. Donc, il y a il y a une hypertrophie mammaire, il y a l'utérus qui va augmenter de volume. Donc, pendant la grossesse, cet utérus-là va reprendre sa taille initiale au fur et à mesure. Donc, tout ce qui s'est fait pendant la grossesse va devoir revenir à la normale pendant la suite des couches. Donc, pendant cette période-là, ça va repartir vers la normale. Donc, la maman va retrouver son état non gravide. Donc, cette période, c'est une période à risque de complications, que ce soit les complications hémorragiques qui surviennent généralement dans le postpartum précoce, ça veut dire que généralement, ce n'est pas à long terme, à part les retours des couches, c'est ce qu'on appelle le retour des couches hémorragiques, c'est assez rare, mais généralement, les complications hémorragiques, c'est dans le postpartum précoce, ça veut dire dans les 2 heures après l'accouchement. On a les complications infectieuses, les complications mammaires, c'est tout ce qui est complications de l'allaitement, les complications thromboemboliques, comme je vous ai dit, pendant la grossesse et jusqu'à parfois 6 semaines après la grossesse, on a les facteurs de coagulation qui sont augmentés et ça fait que la femme enceinte donc, va être plus, et dans le postpartum, elle va être plus sujette à des thromboses. D'ailleurs, c'est pour ça que la femme, dans les 6 semaines après l'accouchement, c'est contre-indiqué de mettre des œstroprogestatifs parce que déjà à la base, il y a les facteurs de coagulation vont augmenter. Si en plus de ça, on lui rajoute des œstroprogestatifs, donc on a encore doublé le risque de thrombose, c'est pas bien. Elle va nous faire une thrombose, une embolie ou autre. Donc les œstroprogestatifs sont contre-indiqués pendant cette période-là. Généralement, on donne des progestatifs qui n'ont pas d'effets secondaires, qui ne sont pas contre-indiqués. Et on a les complications psychiques, c'est tout ce qui est baby blues, c'est ce qu'on appelle baby blues, tout ce qui est dépression du postpartum, ça peut être léger et ça peut aller jusqu'à l'infanticide, voire le suicide. Donc il ne faut pas prendre à la légère les symptômes du postpartum, les symptômes psychiques du postpartum. Donc, les suites des couches normales. On va commencer, c'est quoi des suites de couches physiologiques? Donc c'est une période de bouleversement physique et psychique qui est dominée par 2 phénomènes physiologiques essentiels. C'est quoi? C'est comme je vous ai dit, le retour de l'organisme à son état antérieur à la grossesse. Donc l'organisme va reprendre donc, tous les paramètres qu'il y avait avant la grossesse et l'établissement de la lactation. Donc ça, c'est les 2 phénomènes les plus importants. Alors, les modifications utérines. Alors, comme je vous ai dit, l'utérus pendant la grossesse, il va y avoir une hypertrophie des muscles, ils vont se multiplier, donc il va être vraiment augmenté de volume. Et durant cette période, il va se rétracter, se contracter, évoluer et retrouver sa taille initiale. Donc, cette évolution va être favorisée par la lactation. Pourquoi? Parce qu'au moment de la succion du mamelon, on a ce qu'on appelle une libération d'ocytocine. C'est une hormone, c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Et cette hormone-là va provoquer des contractions utérines. Ces contractions utérines, parfois, elles sont ressenties par la maman. On appelle ça des tranchées. D'ailleurs, on va avoir des mamans qui vont vous dire, voilà, j'ai des douleurs au niveau du ventre. Dès que je donne à téter à mon bébé, j'ai des douleurs au niveau du ventre. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle les tranchées utérines. Elles sont dues à des contractions de l'utérus contemporaines, donc à l'allaitement, qui se font grâce à la libération d'ocytocine. C'est pour ça que généralement, d'ailleurs, juste après l'accouchement, on conseille à la patiente de mettre son bébé au sein, même s'il n'y a pas de lait. Pourquoi? Parce que ça va aller stimuler le mamelon et ça va provoquer une libération d'ocytocine. Donc, elle ne sera totale, donc là on parle de l'involution utérine, qu'à environ 2 à 3 mois. Donc, on va avoir un utérus qui va retrouver sa taille, 6 cm. Donc, 6 cm, c'est extrêmement petit. Donc, vous imaginez bien que ça passe de la taille, vous imaginez donc un bébé de 3-4 kg à l'intérieur, donc c'est assez gros. Ça passe de ça jusqu'à 6 cm durant 2 à 3 mois.
Durant cette involution, on va voir, alors, il faut savoir le segment inférieur, c'est quoi? C'est une partie anatomique qui n'existe pas en dehors de la grossesse. Du fait, donc plus l'utérus il grandit durant la grossesse et durant le troisième trimestre, quand ça grandit et que ça se dilate, on va dire, plus l'utérus grandit, plus le bébé grandit à l'intérieur, il va y avoir une formation de ce qu'on appelle le segment inférieur. C'est une partie de l'isthme qui, en se dilatant, va devenir un petit peu plus fine. On va appeler cette partie-là segment inférieur. Et c'est à ce niveau qu'on va aller inciser quand on fait notre césarienne. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, le myomètre, il est vraiment pas très épais. Donc, quand on suture, après l'involution, ça va se rétracter, et ça fait que la cicatrice sera presque, ça va vraiment bien se réparer. Donc, quand on va avoir une involution, ce segment inférieur va disparaître. Va redisparaître parce que l'utérus va reprendre sa taille normale. Le col va se reconstituer, va redevenir normal, parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse, le col il va s'hypertrophier, il va être hyper émié. Et souvent, il y a des petits saignements qui ne sont pas forcément pathologiques. Donc là, après, durant les suites des couches, le col va retrouver son état normal et sa consistance normale, où il va être lent et fermé. Donc ça, c'est l'utérus. Ensuite, la muqueuse endométriale. Donc, elle va évoluer en 4 phases. On a une phase de régression, c'est entre l'accouchement et le 5e jour. Une phase de cicatrisation indépendante des sécrétions hormonales, c'est entre le 6e et le 25e jour. Et une phase de régénération entre le 25e et le 45e jour. Et ensuite, dès lors où il y a régénération, c'est normal qu'il va y avoir un cycle menstruel après. Après, il faut savoir que, comme je vous ai dit tout au début, donc 6e, 25e, 25e, 45e jour, c'est pas toujours comme ça. Parce que les femmes qui allaitent, donc on va avoir une augmentation de la prolactine. La prolactine, elle empêche la sécrétion de gonadotrophine, donc parfois, ça retarde ce mécanisme-là. Et la femme, elle reste en aménorrhée pendant plusieurs mois. C'est pas pathologique, c'est parce qu'elle allaite. Voilà, donc généralement, mais pas toujours, généralement, les premiers cycles, ils sont anovulatoires. Ils peuvent être ovulatoires. D'ailleurs, on a plein de femmes qui, dans leur suite des couches, qui est persuadée qu'elle ne va pas faire de grossesse, mais qui finit par faire une grossesse durant cette suite des couches. C'est-à-dire qu'elle va être en aménorrhée. Pour elle, c'est la suite des couches, c'est pour ça qu'elle est en aménorrhée. Mais en fait, non, elle est en train de faire une nouvelle grossesse. Et généralement, c'est des grossesses qui vont être diagnostiquées assez tardivement, parce que c'est une grossesse surprise. Après, c'est des grossesses qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça augmente le risque d'accouchement prématuré, ça augmente le taux d'anémie et les complications obstétricales. Donc, idéalement, même s'il n'y a pas de césarienne, idéalement, c'est bien de séparer une grossesse d'une autre d'au moins 18 mois. C'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'il faut donner à la femme le temps de régénérer ses ressources pour pouvoir avoir une deuxième grossesse. Voilà. Et le fait que ces cycles soient anovulatoires, ça explique pourquoi il y a une hémorragie de la privation. Le fait que ce soit anovulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de progestérone, il y a eu des troubles hormonaux. Généralement, c'est des cycles qui se font, c'est pas des cycles très bien organisés. Il y a des petits troubles hormonaux et parfois il y a un retour des couches hémorragiques. Donc, on a parlé donc de l'utérus, de l'endomètre. Maintenant, on va parler des voies génitales basses. Donc, c'est tout ce qui est. Donc, il faut savoir que pendant la grossesse, l'épithélium vaginal va se transformer. On va avoir une hypersécrétion. D'ailleurs, les femmes enceintes, souvent, elles ont beaucoup plus de glaires et de leucorrhée que les femmes qui ne sont pas enceintes. C'est dû donc, à cette transformation-là. D'ailleurs, pour souvent, quand elles prennent ces glaires-là, elles pensent que c'est la poche des os qui est rompue. D'ailleurs, souvent, quand une patiente consulte, il faut toujours avoir le réflexe de bien faire son interrogatoire pour s'assurer que ce n'est pas des glaires, qu'il y a une rupture prématurée des membranes. Donc, le vagin va retrouver sa trophicité et son taux de sécrétion normal. Les glandes mammaires, donc, pendant la grossesse, les alvéoles vont proliférer sous l'action de l'HLP, c'est l'hormone lactogène placentaire. Par contre, l'activité sécrétoire, c'est-à-dire qu'ils vont proliférer, mais ils ne vont pas donner de lait. Pourquoi? Parce qu'il y a les œstrogènes qui sont sécrétés par le placenta qui vont bloquer l'activité sécrétoire. Donc,
il y a une prolifération, etc., etc. Et dès qu'il y a plus le placenta, dès qu'il y a l'accouchement, donc il va y avoir un arrêt de ce taux d'œstrogène qui va être augmenté. Et donc là va commencer l'allaitement. Donc, la réalisation et le maintien de l'allaitement sont sous contrôle hormonal. Donc, la chute des hormones stéroïdiennes, c'est donc la chute des oestrogènes initiales surtout, va faire, et la succion du mamelon va faire qu'il va y avoir une sécrétion de prolactine et d'ocytocine qui va permettre une production lactée et une sécrétion, donc d'abord le colostrum, puis le lait normal. Il faut savoir que le lait, la constitution du lait va changer au fur et à mesure selon les besoins du bébé et selon l'âge du bébé. Donc, les variations. Donc, on a parlé de l'utérus, de l'endomètre, des seins. On va parler des variations biologiques. Comme je vous ai expliqué, donc, il y a beaucoup de variations biologiques. On a le taux de lipides qui va augmenter. D'ailleurs, quand on fait un bilan chez une femme enceinte, si on trouve que le cholestérol est vraiment bas, que les triglycérides sont augmentés, non, le cholestérol est haut, triglycérides augmentés, c'est pas pathologique, c'est normal. Chez la femme enceinte, ces paramètres-là sont augmentés. La tolérance aux glucides, le premier trimestre, on a une tendance à l'hypoglycémie. Le deuxième trimestre, on a une tendance à l'hyperglycémie. Ça, je vais vous l'expliquer quand on va faire le cours diabète gestationnel. C'est physiologique. Donc, quand on va faire le cours diabète gestationnel, on va plus rentrer dans ce détail. On a le taux de globules rouges et blancs, comme je vous ai expliqué pendant la grossesse, il change. Et dans les suites des couches, il va revenir progressivement vers la normale. On a l'hypercoagulabilité. Aussi, je vous l'ai expliqué, il y a des facteurs de coagulation qui sont augmentés pendant la grossesse et pendant la suite des couches immédiates. Donc ça va revenir à la normale en 2-3 semaines, voire 4. Voilà, sauf pour le fibrinogène qui va prendre 2 mois, donc 6 à 8 semaines. Donc c'est pour ça que cette période-là, il faut donc demander à la patiente, généralement il faut demander aux patientes de déambuler, il faut éviter l'allaitement prolongé. On donne généralement des héparines, donc du Lovenox, dans les 10 jours qui suivent l'accouchement, tout ça, et on évite les œstroprogestatifs. Tout ça, c'est pour éviter les accidents thromboemboliques. La surveillance, comment se fait la surveillance? Alors, il faut favoriser et contrôler la bonne involution utérine, s'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc ça, généralement, c'est dans les suites des couches immédiates. Généralement, les 2 premières heures, la patiente doit rester à côté du bloc parce que c'est durant les 2 premières heures que se fait le plus souvent les hémorragies de la délivrance. On va avoir une atonie utérine. Vous allez faire ça quand vous allez faire le cours hémorragie de la délivrance. Donc, durant les 2 premières heures, on va s'assurer qu'elle ne fait pas d'hémorragie, surveiller la tension artérielle, la température. En principe, on est censé contrôler l'allaitement, surtout le J2, J3, J4. On vérifie est-ce qu'il n'y a pas de montée laiteuse. On dépiste les infections locales, les complications et accidents thromboemboliques, donc levée précoce, correction d'une anémie, mettre la patiente sous héparinothérapie selon le risque de thrombose. Il faut savoir que les patientes qui sont obèses ont plus de risque de thrombose, donc il faut vraiment des patientes qui ont une pathologie qui sont susceptibles, en plus les lupus, etc. Elles vont être donc plus sujettes à ce genre de complications, donc on va plus les surveiller, on va plus les traiter. Ensuite, on a les soins du périnée. Quand il y a un accouchement, s'il y a une épisio, il faut bien veiller, il faut bien expliquer à la patiente comment se font les soins du périnée. C'est la toilette vaginale généralement avec du daquin ou avec, en tout cas avec le savonnet. Il faut bien veiller à bien assécher cette zone-là. Et ça se fait généralement 2 fois par jour, pas plus, pour éviter la macération. La contraception, soit dès J10, voire J21, avec une pilule microprogestative. J'insiste sur le microprogestatif, voilà, pour éviter les thromboses, qu'on va réadapter, parce que généralement, en principe, vers 6 à 8 semaines, il y a la première consultation du postpartum. Donc, c'est là qu'on va évaluer le périnée de la femme, on va évaluer est-ce qu'il n'y a pas de complications, on va parler de la contraception et en principe, de cette discussion-là, on va décider quelle est la meilleure méthode contraceptive pour cette femme. Est-ce que ça va être un stérilet,
un DU? Est-ce que ça va être un implantant, donc un implant subcutané? Est-ce que ça va être des pilules, etc. Donc, c'est cette discussion associée aux facteurs. Donc, on va voir c'est quoi les facteurs de risque de cette patiente. Une information médicale, l'anti-D. Alors, test de Klein-Hauer, il n'est pas disponible à notre niveau. Donc, généralement, on met la même dose d'anti-D pour toutes les patientes. Donc, ça, c'est pour les, je précise, c'est pour les femmes qui ont un groupage négatif, dont le bébé est de groupage positif. C'est pour éviter l'allo-immunisation rhésus. Le test de Klein-Hauer, c'est un test qui fait, donc c'est un test qui se fait en laboratoire. Ils vont chercher à compter le nombre d'hématies fétales présentes dans le sang maternel. Et ensuite, selon ce nombre d'hématies fétales, ils vont décider de la dose. Est-ce que la dose de base de 200 ou de 300, parce que le Rofeelac, ça s'appelle le Rofeelac, l'anti-D. Il y a deux dosages, il y a le 200 et il y a le 300. Et selon ce test de Klein-Hauer, selon le nombre d'hématies fétales qu'ils vont trouver dans la circulation maternelle, va se décider la dose d'anti-D qui va se faire. Est-ce que la dose normale est suffisante ou est-ce qu'on va rajouter? Ensuite, les soins et petites anomalies du postpartum. Donc, on a les soins du mamelon. Il faut veiller à assécher le mamelon parce que la macération, ça donne des crevasses. Les crevasses, ça donne des lymphangites. Les lymphogytes, ça donne des galactophorites. Les galactophorites, ça donne des abcès. Donc, tout ça, c'est des complications. Les tranchées, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. C'est les petites douleurs que ressent la femme au niveau de l'utérus, qui se fait généralement au moment de l'allaitement. C'est dû à la libération de l'ocytocine. Les poussées hémorroïdaires, elles sont plus fréquentes. Pourquoi? Parce que généralement, voilà, il y a la dilatation veineuse, il y a l'hypercoagulabilité, il y a l'alimentation qui n'est pas parfaite généralement. Donc, il y a une augmentation des poussées hémorroïdaires. Il faut vérifier, donc, est-ce qu'il n'y a pas de rétention urinaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'incontinence urinaire? Les bains sont proscrits alors que les douches sont autorisées. Pourquoi? Parce que les bains, quand on reste dans l'eau, surtout quand il y a une épisiotomie, il y a ce qu'on appelle une macération. Et là, les fils, ils risquent de sauter. Donc, il faut autoriser les douches. Il ne faut pas demander à la patiente de rester sans se doucher pendant 2 mois. Ça, c'est pas bien. Il faut autoriser les douches et interdire les bains. Donc, les rapports sexuels sont autorisés généralement après 4 semaines. Voilà. Et la perte de poids va se faire progressivement, surtout quand il y a un allaitement, ça va favoriser la perte de poids. Il faut conseiller aux patientes de perdre du poids. D'accord? C'est pour leur bien, c'est pour leur diminuer le risque de faire des diabètes après, les risques cardiovasculaires, etc. Donc, il faut toujours conseiller aux patientes de perdre du poids après la grossesse. Voilà, donc là, on a fait l'étude des couches normales. Non, il y a un risque surtout d'accouchement prématuré. Donc, dans les facteurs de risque de l'accouchement prématuré, on retrouve la notion de grossesse rapprochée. Il y a un risque d'anémie. Voilà, il y a des risques de complications, mais pas d'avortement spontané. Non. Accouchement prématuré, mais pas avortement. Alors, elle n'est pas obligatoire, bien sûr qu'elle n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux la faire. Il vaut mieux, parce qu'il y a des patients qui, généralement, chez nous, ils n'aiment pas du tout la contraception. Donc, souvent, on la prescrit et ils ne l'achètent même pas. Mais voilà, il faut expliquer à la patiente qu'elle peut ovuler à n'importe quel moment, que ce n'est pas du tout possible de prévoir l'ovulation quand on va se faire l'ovulation. Après, si elle a envie de se protéger par des moyens mécaniques, c'est-à-dire des préservatifs, là, c'est son choix. Mais on prévient cette patiente sur le risque imminent de grossesse si elle ne prend pas de contraception. Mais écoutez, les tranchées, c'est pendant la période où l'utérus va reprendre sa taille normale. Donc, dès lors où l'utérus a repris sa taille normale, c'est bon, il n'y a plus de tranchées. C'est les petites contractions de l'utérus qui font qu'il va retrouver sa taille normale. Et pas pendant toute la période de l'allaitement. Généralement, c'est perçu comme ça, 1, 2 fois. Elle vous dit, oui, j'ai eu mal au ventre. Après, on lui explique que c'est physiologique, c'est pas pathologique. Alors, la contraception. Il faut savoir que la contraception œstroprogestative, elle augmente le risque de thrombose.
Alors ça, vous le savez, les patientes qui ont des antécédents thromboemboliques personnels, familiaux, donc qui ont une thrombopathie, il ne faut jamais leur donner de contraception œstroprogestative. Donc la contraception, elle augmente le risque d'accident thromboembolique. Et vu que la femme en postpartum précoce, on a une augmentation des facteurs de coagulation qui est physiologique, c'est-à-dire qu'en postpartum, elle a une augmentation du risque de thrombose. Si en plus de ça, on lui rajoute une contraception œstroprogestative, donc là, c'est comme si on poussait notre patiente à faire une thrombose. Après une thrombose, ça peut être une petite thrombose des membres inférieurs, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être un IDM, ça peut être un infarctus. Donc voilà, ça serait cher payé pour une simple contraception. Donc, on privilégie les contraceptions microprogestatives qui n'ont pas de complications thromboemboliques. Comment ça, pas de cycle? Ben, si, les menstruations, donc la patiente, le premier temps, elle va saigner, c'est les lochies, c'est ce qu'on appelle les lochies, c'est ce qui restait à l'intérieur de l'utérus. Ensuite, l'utérus va commencer à se régénérer et généralement, vers 6-8 semaines, on a le retour de couche, donc elle va avoir ses règles. Donc ça veut dire que 14 jours avant ses règles, elle a peut-être ovulé. Voilà, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'il y a une ovulation. Ben si elle a ses menstruations, c'est qu'elle a un cycle. C'est ça le cycle. C'est parce que c'est à partir alors, c'est à partir de cette période-là qu'on commence à avoir donc un risque d'ovulation qui va apparaître. Donc c'est à partir de cette période-là qu'on commence, donc il faut protéger la patiente. Microprogestative, pourquoi? Parce que c'est la pilule qui a le moins d'effets secondaires thromboemboliques. Contrairement à l'œstroprogestative qui augmente le risque de thrombose. La microprogestative n'augmente pas le risque de thrombose. Après, l'idéal, c'est pas la microprogestative. L'idéal, c'est le DU. Mais le DU, on ne peut pas le placer à J10, J11. On ne peut le placer qu'après 4 semaines. Donc, on commence avec une microprogestative pour ne pas avoir de grossesse surprise. Puis, selon le choix de la patiente, on peut changer de méthode contraceptive. Je vous en prie. Ben oui, il y a des microprogestatifs qui sont autorisés pendant l'allaitement. Ça ne passe pas dans le lait. La prolactine est efficace, oui. Alors, il y a ce qu'on appelle dans la contraception, vous allez faire la contraception, il y a ce qu'on appelle la contraception MAMA, M-A-M-A. C'est une contraception qui est utilisée donc, dans le postpartum. Alors, ils ont remarqué que chez les patientes qui allaitent, il y a la sécrétion de prolactine qui va empêcher la sécrétion de gonadotrophine, qui va donc bloquer le cycle. C'est ce qui explique que chez les patients qui continuent de beaucoup allaiter, parfois il y a des aménorrhées de plusieurs mois qui sont physiologiques. Mais après, il faut savoir que pour que cette méthode soit efficace, il faut que la femme, il faut qu'elle l'allaite exclusivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle donne autre chose, il ne faut pas qu'elle donne le biberon. Si elle donne le biberon, hop, il y a un risque d'ovulation. Il faut qu'elle fasse au moins 6 tétés par jour. 6 tétés par jour, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 heures entre chaque tété. Donc, c'est vraiment beaucoup de conditions. Et dès qu'il y a une condition qui n'est pas respectée, elle risque d'ovuler. Si elle ovule, elle risque de faire une grossesse. Donc, c'est une méthode contraceptive qui existe, mais qui n'est pas très fiable parce qu'elle est c'est vraiment astreignant. Pourquoi? Parce que la patiente, il faut qu'elle allaite tous les 6 heures, il faut qu'elle soit tout le temps avec son bébé, il faut tout le temps qu'elle l'allaite, il faut qu'elle lui donne plus de 6 bonnes tétées par jour. Il ne faut pas qu'elle lui donne le biberon, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de conditions pour que l'effet contraceptif soit efficace. Donc, c'est ça la prolactine, l'effet de la prolactine. Ben, quand on va faire le cours infertilité, parmi les étiologies, on a l'hyperprolactinémie. Voilà, je vous en prie. On continue? Alors, les suites des couches pathologiques.
Je vous rassure, ça ne va pas être très très lent. Alors, on a les complications, c'est-à-dire que c'est toutes les complications qui peuvent venir, arriver au moment des suites des couches. On a les complications hémorragiques, comme je vous ai dit, les complications hémorragiques, surtout, c'est lors du postpartum immédiat, c'est l'hémorragie de la délivrance, soit par atonie, soit par délivrance incomplète, s'il y a une partie du placenta qui reste à l'intérieur, parce que pour que la rétraction utérine soit complète, il faut que l'utérus soit vide. Donc, quand on a une hémorragie, on fait systématiquement une révision utérine pour s'assurer que le placenta a été complètement expulsé. L'atonie utérine, c'est quand l'utérus ne se contracte pas. Ça peut être une endométrite, parce qu'il faut savoir que quand il y a une infection de l'utérus, il ne se contracte pas très bien, et donc ça donne des hémorragies. Voilà, donc ça c'est les étiologies principales, parce qu'il y a d'autres étiologies d'hémorragie de la délivrance, mais ça fait partie des étiologies principales. Vous allez faire plus de détails quand vous allez faire le cours hémorragie de la délivrance. Donc ça, c'est les complications hémorragiques immédiates. Ensuite, tardive. Tardive, c'est surtout endométrite hémorragique. Là, généralement, quand une patiente vient, dans le postpartum, on va dire dans la semaine après l'accouchement, elle saigne. Là, systématiquement, il faut prendre la température. Il faut voir est-ce qu'il n'y a pas eu des facteurs de risque infectieux. C'est tout ce qui est manœuvre endo-utérine, chorioamniotite, RPM prolongé. Tout ça, ça augmente le risque infectieux. Ensuite, on a le retour de couche hémorragique. C'est généralement dû à l'atrophie de l'endomètre. Pourquoi? Parce que généralement, comme je vous ai dit, l'anovulation, ça fait qu'il y a des troubles hormonaux et ces troubles hormonaux peuvent faire que la femme elle va saigner plus que la normale lors du retour des couches. On a le syndrome de Chian. C'est quoi le syndrome de Chian? C'est une complication qu'on retrouve très, 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 très rarement. Et généralement, quand est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve quand il y a un accouchement hémorragique. Donc la patiente, elle a perdu beaucoup de sang. On va avoir une nécrose du lobe antérieur, donc de l'antéhypophyse. Et ça fait qu'on va avoir une insuffisance lactotrope, thyréotrope, corticotrope et gonadotrope. Donc c'est tout ce que l'antéhypophyse sécrète, vu qu'il y a une nécrose, ça ne va pas le sécréter. Donc là, on ne va pas avoir de lait, on ne va pas avoir de retour de couche, on va avoir les symptômes de l'insuffisance thyréotrope et corticotrope. Donc ça, c'est le syndrome de Chian. Et généralement, il fait suite à un accouchement hémorragique. Les complications thromboemboliques, alors leur prévention, c'est le lever précoce. En principe, on est aussi censé donner, alors à l'étranger, ils donnent même des bas de contention. Donc le lever précoce, l'héparinotherapie, selon les facteurs de risque, parce qu'il y a des femmes qui sont plus, donc on va dire qui ont plus de facteurs de risque, parce que comme je vous ai expliqué, il y a aussi les antécédents médicaux, l'HTA, le diabète, le surpoids, tout ça c'est des facteurs de risque. Donc les phlébites des membres inférieurs, il n'y a pas de grand danger, mais on a aussi d'autres complications thromboemboliques qui peuvent mettre en danger le pronostic maternel. On a les phlébites pelviennes qui sont des diagnostics vraiment difficiles. Généralement, on y pense quand on a une endométrite sévère, rebelle au traitement. Donc quand il y a une patiente qui fait une fièvre, on la met avec des douleurs pelviennes, on la met sous antibiotiques et ça ne donne pas. J3, J4, J5, ça ne donne pas. Là, il faut penser à la phlébite pelvienne. Voilà, c'est une urgence thérapeutique, antibiotique, héparinothérapie. Pourquoi urgence thérapeutique? Parce que ça peut emboliser et puis ça peut aller donner vers les poumons, ça donne une embolie, vers le cœur, vers le cerveau. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Ensuite, on a les complications mammaires. C'est quoi? C'est tout ce qui est trouble de la sécrétion lactée. Engorgement, c'est quoi? L'engorgement, c'est quand les seins sont vraiment remplis et généralement ils sont tendus, ils sont douloureux. Donc là, généralement, il faut faire des petits bains d'eau chaude pour décongestionner et puis favoriser. Il faut utiliser le tire-lait pour, on va dire, vider ces seins qui sont vraiment engorgés. La crevasse, c'est des petites lésions, des petites ulcérations au niveau du mât blanc. Et ça se fait généralement quand il y a une mauvaise méthode d'allaitement, c'est-à-dire quand la maman ne tient pas bien son bébé, et quand il y a une macération, c'est-à-dire quand
faut interdire l'allaitement de ce sein, du côté infecté. Si la manœuvre de Buda est négative, donc on a la fièvre, on a le bacard, on a tout, mais quand on met sur la compresse, il n'y a pas de pu, là l'allaitement, il est indiqué, donc il n'est pas contre-indiqué, elle continue d'allaiter, mais on essaye de traiter. S'il y a une crevasse, on va traiter la crevasse. S'il y a une méthode, on va bien revoir la méthode d'allaitement. Voilà, on va essayer de traiter cette lymphangite. Ensuite, mais si ça passe vers le stade galactophorique, là, il faut mettre les antibiotiques, les anti-inflammatoires et interdire l'allaitement de ce côté-là. Après les galactophorites, si les galactophorites n'ont pas été diagnostiqués à temps, n'a pas été traité, là, ça va passer vers l'abcès. Et l'abcès du sein, c'est très douloureux. On a ce qu'on appelle une douleur lancinante avec une fièvre à 40 degrés. Donc, le traitement chirurgical, lorsque l'abcès est collecté, donc c'est un traitement chirurgical, ça sert à rien. C'est bien de mettre des antibiotiques pour refroidir, mais un abcès, c'est une collection, il faut la vider. Voilà. Donc, c'est un traitement chirurgical. Ensuite, les causes de fièvre pendant les suites des couches. Donc, parfois, on a des patientes qui consultent pour fièvre. Donc là, il faut savoir comment orienter son diagnostic étiologique. Parce que là, comme je vous ai expliqué, ça peut être mille et une choses. Ça peut être une endométrite, ça peut être une galactophorite, ça peut être une lymphangite, ça peut être un abcès, ça peut être une infection de la plaie. Il y a tellement de pathologies. Donc, la première chose à laquelle il faut penser, c'est l'endométrite. Pourquoi? Parce que c'est important. Le pronostic de fertilité ultérieure, il est mis en jeu. La patiente, elle peut saigner. Donc, c'est la première cause de fièvre. Il faut chercher les facteurs favorisants, RPM, manœuvre endo-utérine, chorioamniotite, rétention. On a une fièvre, une douleur pelvienne, des lochies malodorantes. D'ailleurs, généralement, ces patientes, dès qu'elles viennent, il faut faire un prélèvement des lochies et faire un antibiogramme pour réadapter l'antibiotique ultérieurement. Souvent, parfois, on a des hémorragies à cause du virus qui a mal involué. Donc là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut demander une formule, une CRP, mettre une antibiothérapie à large spectre qu'on va réadapter selon l'antibiogramme. Ensuite, on a les pyélonéphrites aigus. Là, on va chercher les signes urinaires, pollakiurie, douleur lombaire. On va mettre la manœuvre d'ébranlement. On fait le CBU qui va confirmer le diagnostic. Il faut toujours demander une échographie rénale pour éliminer un obstacle, parce que si un obstacle, c'est une urgence urologique, et donc adapter le traitement, l'antibiotique, selon le CBU. Les thrombophlébite des membres inférieurs, les thrombophlébite pelviennes, les complications de l'allaitement, on en a parlé plus haut, ça peut donner de la fièvre, c'est la lymphangite, la galactophorite et la fièvre. Les infections du site opératoire, donc infection de l'épisiotomie ou infection de la paroi césarienne, voilà. Donc là, on va voir les points clés de secours. C'est quoi les points clés de secours? C'est les éléments de survie, donc ce que vous devez impérativement connaître. Donc déjà, si vous allez être amené à travailler en tant que médecin généraliste dans une maternité, il faudra savoir quoi surveiller à J1, J2, J3. Donc il faut savoir qu'il faut surveiller les saignements, il faut surveiller le pouls, la tension artérielle, la température, l'état général, l'état des seins. Il faut palper l'abdomen et voir est-ce qu'il y a une bonne involution du globe utérin, vérifier la cicatrisation, les lochies, est-ce qu'elles ne sont pas malodorantes, et vérifier les membres inférieurs pour vérifier s'il n'y a pas de thrombose. Voilà. Et les thromboses veineuses, donc c'est la pathologie la plus en plus de l'endométrite, donc on a l'endométrite, et on a aussi les complications thromboemboliques qui peuvent mettre en jeu le pronostic maternel. Donc ça, c'est un diagnostic auquel il faut toujours penser. Voilà, et merci. Ben oui, endométrite, déjà endométrite lui-même tout seul, ça veut dire que c'est généralement, ça veut dire que c'est inflammé. Pourquoi elle va me faire une inflammation en postpartum? Ça veut dire que c'est infecté. L'endométrite, c'est une infection de l'endomètre et parfois même il y a même une infection génitale, parfois même il y a un pyosalpinx qui est associé ou autre. Donc oui, d'origine infectieuse. La première chose qu'il faut chercher, c'est les facteurs de risque. RPM, chorioamniotite, manœuvre endo-utérine ou rétention. Et c'est une urgence thérapeutique, il faut mettre une antibiothérapie, il
faut faire un prélèvement, il faut chercher des signes de complications. Mais écoutez, l'endométrite, donc, on a la fièvre, on a la CRP, l'hyperleucocytose, on a quand on va examiner la patiente, on a des lochies vraiment malodorantes. Quand on va mettre notre spéculum, on va voir l'issue de lochies malodorantes. Quand on palpe notre utérus, on va voir qu'il est mal rétracté. On va voir la patiente qui va avoir un faciès infecté, parce qu'il y a le faciès, la pâleur, il y a vraiment un faciès qui peut aussi témoigner de l'endomètre. Donc tout ça, c'est en faveur. Après, il y a des signes aussi de complications, donc qui va faire que la patiente, elle n'a pas juste une endométrite, elle a aussi un abcès, un pyosalpinx ou autre. Donc là, ça va se voir à l'échographie. Donc, diagnostic de certitude, bah, écoutez, c'est un faisceau clinique, paraclinique, c'est un faisceau qui va faire que, voilà. Après, bien sûr, il faut tout examiner. On ne va pas se dire, dès qu'il y a une patiente, s'il y a des lochies, on va se dire, ah, c'est bon, c'est une endométrite. Il faut aussi examiner l'ELSA, il faut chercher une autre source, donc un autre point d'appel infectieux. Mais généralement, c'est assez clair. Quand on a des lochies malodorantes, un utérus mal rétracté et un facteur de risque d'endométrite, le diagnostic il se fait assez facilement. Lymphangite, on met l'antibiothérapie, oui. Bah oui, parce que le budin, il est positif. Donc, il y a du pus dans le lait. Donc, on met des antibiotiques. Oui, oui, systématiquement, on donne dans le postpartum, surtout quand c'est une césarienne, on donne un antibiotique. Après, s'il n'y a pas de césarienne, là, on va voir est-ce qu'il y a une manœuvre endo-utérine, est-ce qu'il y a eu une révision utérine, est-ce qu'il y a eu une RPM qui a tardé, parce que la RPM, c'est un facteur infectieux. Est-ce qu'il y a eu une chorioamniotite? Donc, tout ça, ça va nous orienter vers l'antibiothérapie à administrer à notre patiente. Ah oui, oui, non, non, je me suis trompée. Lymphangite, on ne donne pas d'antibiotiques. C'est la galactophorite pour laquelle on donne de l'antibiotique. Lymphangite, c'est le stade juste avant galactophorite. En fait, généralement, ça commence par une crevasse, une lymphangite, puis une galactophorite. Et puis, si c'est toujours pas traité, ça passe vers l'abcès. Oui, la lymphangite, on donne juste, généralement, c'est les méthodes locales. Ça veut dire tout ce il faut désengorger, faut éviter les crevasses, il faut bien tenir le bébé. On donne parfois des anti-inflammatoires. Voilà, c'est des traitements locaux. Et on surveille de près. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions.